Tu veux créer une entreprise en 2026 et tu te poses des questions sur la forme juridique, micro-entreprise, entreprise individuelle, EURL, SASU, SARL, SAS. T'as entendu parler de tous ces noms, mais tu sais pas comment choisir. Pas de panique, c'est normal. T'es pas fiscaliste, t'es pas avocat, donc probablement que tu te perds dans des sujets techniques. Dans cette vidéo, je vais te montrer ma technique d'expert comptable que j'utilise depuis plus de 20 ans pour tout simplifier. Je te garantis qu'en moins de 15 minutes, tu vas avoir une vision très claire du format juridique qui est le plus adapté à ton projet. C'est parti, on y va. L'erreur numéro 1 à éviter, c'est de faire comme tout le monde. Alors si tu cherches sur internet quel est le meilleur statut juridique, tu vas lire tout et son contraire. Si tu demandes à tes copains quel est le meilleur statut, ça va être la même chose. Chacun va avoir sa lecture, son interprétation. Peut-être qu'ils ont choisi un statut par rapport à leur activité, par rapport à leur situation personnelle que tu connais pas forcément. Peut-être qu'ils ont choisi tout simplement pour faire comme tout le monde. Et dans un cas comme dans l'autre, évidemment, c'est pas le bon choix. Le choix, aujourd'hui, il est beaucoup plus simple à faire qu'il y a quelques années. Jusqu'à il n'y a pas longtemps, la plupart des entrepreneurs, en fait, choisissaient sur la base de deux critères. C'était la protection financière et juridique, c'est-à-dire comment me protéger le mieux si jamais la société dépose le bilan pour ne pas être poursuivi sur mes biens personnels, pour que ma faillite professionnelle, si elle arrive, eh bien, elle n'emporte pas tout mon patrimoine personnel, que je ne me retrouve pas à la rue. Le deuxième critère qui était utilisé, c'était la fiscalité. Donc, il y avait des formats juridiques qui permettaient d'être imposés à l'impôt sur le revenu, d'autres à l'impôt sur les sociétés. Bon, bah, tout ça, on va oublier. Non pas parce que c'est compliqué, mais parce qu'aujourd'hui, tous les formats juridiques permettent de bénéficier de cette protection juridique. Même la micro-entreprise, même en micro-entreprise, tu peux protéger tes biens personnels. Donc c'est plus le sujet et tu vas voir, c'est beaucoup plus simple que ça. Et de la même façon, l'arbitrage impôt sur le revenu, impôt sur les sociétés, qui était le gros sujet sur lequel on passait beaucoup de temps, eh bien aujourd'hui, tu peux en bénéficier dans tous les statuts, sauf la micro-entreprise. Mais pour tous les autres statuts, que tu choisisses le URL ou le SASU, eh bien tu pourras bénéficier de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, on va pas se prendre la tête avec ces sujets-là. Je vais te présenter une grille de lecture qui est extrêmement simple pour choisir ton statut et qui dépend de tes priorités. Donc, ta priorité, quelle est-elle? En général, quand on crée son entreprise, sa priorité, c'est pas la même que celui qui a déjà développé son entreprise depuis 3 ans, depuis 5 ans ou 10 ans. En général, il y a 4 priorités lorsqu'on crée une entreprise, 4 priorités possibles. La première, c'est de se payer le plus vite possible en payant le minimum d'impôts. C'est bien légitime. Au début, on galère un peu à faire décoller le business et ce que tu as envie, c'est que l'argent qui rentre de tes clients, il puisse te permettre de vivre, c'est-à-dire de payer ton loyer, ta nourriture, tes vacances. Donc tu es dans une situation où ta priorité, elle est financière, c'est-à-dire maximiser ton net, te payer le plus vite possible en payant le moins d'impôts. C'est ce que j'appelle la priorité financière. Ça, c'est souvent le cas des créateurs d'entreprises, mais pas forcément. Il y en a d'autres pour lesquels la priorité va être complètement différente. La deuxième priorité qu'on rencontre souvent sont les entrepreneurs qui vont avoir besoin de crédibiliser leur projet, d'afficher une certaine crédibilité commerciale, financière, tout simplement parce qu'ils ont besoin de rassurer leurs potentiels clients, de rassurer leurs prospects, de rassurer leurs fournisseurs en affichant une structure juridique, si tu veux, qui soit une structure juridique crédible, c'est-à-dire qui va rassurer les gens en se disant, bah écoute, s'il a choisi cette forme juridique, ça a l'air sérieux son projet. Tu vas voir qu'il y a des formats juridiques qui sont plus rassurants que d'autres et je vais t'expliquer même des techniques pour amplifier cette réassurance si tu es dans ce cas-là. Donc ça, c'est en général, ça va correspondre à des profils plutôt matures, des gens qui ont déjà une carrière derrière eux, qui lancent leur activité avec des clients grands comptes ou qui ont vraiment besoin de monter des partenariats, donc qui ont déjà un réseau d'affaires, qui ont déjà un projet qui est assez avancé et donc s'ils ont besoin de rassurer autour d'eux, tu vas voir, il y a un statut qui est mieux que les autres. Troisième priorité, la protection sociale, priorité, la retraite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être que tu as déjà derrière toi une carrière de salarié, une carrière de cadre, tu as peut-être cotisé pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans à des caisses de retraite de salariés et tu souhaites continuer à cotiser à ces caisses de retraite de salariés pour préparer ta retraite. Peut-être parce que tu as 45 ans, 50 ans et donc ta priorité à toi, ça va pas être forcément une priorité financière. Par exemple, si tu es consultant, tu vas peut-être facturer largement plus que ce dont tu as besoin pour vivre. Tu vas pas forcément être dans une priorité de crédibilité vis-à-vis de tes partenaires. Tu vas tout simplement être dans une priorité de bien préparer ta retraite, cotiser comme il faut à tes trimestres de retraite, puis préparer ta retraite, c'est-à-dire c'est peut-être de prendre ta retraite
retraite dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, la prendre pas trop tard si possible, et puis d'avoir une pension la plus élevée possible. Donc ça, c'est un profil, souvent des profils seniors qui ont cette priorité, et c'est important, on va le voir. Pour eux, il y a une formule juridique qui fonctionne mieux que les autres. Et la quatrième priorité, elle est complètement différente, c'est la simplicité. Il y a des entrepreneurs qui créent leur boîte, ils ont une phobie de l'administratif, ils veulent vraiment remplir le minimum de formulaires, passer le minimum de temps sur l'administratif, ils veulent que ça aille vite et que ce soit hyper simple. Et bien pour eux, il y a un format juridique très simple qui correspond. Alors lorsque tu cherches la simplicité, tu vas pas forcément obtenir l'optimisation des rémunérations, c'est-à-dire que c'est pas forcément la formule qui te coûtera le moins cher. Mais si tu cherches la simplicité à tout prix, tu peux accéder à la simplicité, mais il peut y avoir un prix aussi. On va y revenir. Donc, avec ces 4 priorités, la priorité financière, la crédibilité, préparer ta retraite, la simplicité, là, tu vois que tu as 4 critères de choix qui sont extrêmement simples. Ce que je te demande aujourd'hui, c'est parmi ces 4 critères, lequel résonne le plus et le mieux pour toi. C'est très important. En fonction de ta réponse, que j'espère tu as déjà trouvé, tu vas voir que le choix est extrêmement simple à faire. Alors peut-être que tu vas me dire, bah oui, mais moi c'est les 4 à la fois. Si c'est les 4 à la fois, c'est un peu embêtant. Souvent il y en a 2, parfois 3. Ce que je te demande, même si on a 2, et surtout si on a 3, il y en a forcément un qui te parle plus, qui résonne plus, et c'est celui-là que tu dois retenir. Tu vois, je te l'ai dit, on ne parle pas de technique fiscale, on ne parle pas de protection juridique complexe, on parle de ta priorité. Choisis bien une de ces 4 priorités et en fonction de ces priorités, de ta priorité, je vais te montrer quelle est la forme juridique maintenant qui est la plus adaptée à toi. Je terminerai ensuite avec le cas particulier des chômeurs créateurs d'entreprise. Donc, on va commencer par la simplicité. Si ta priorité, comme je te le disais tout à l'heure, c'est la simplicité, passer le minimum de temps pour créer ton entreprise, pour la gérer et pour la fermer, la solution pour toi, c'est la micro-entreprise. La micro-entreprise, c'est la simplicité extrême puisque il n'y a pas de statut à rédiger, il n'y a pas d'annonce légale à publier, il n'y a pas de comptabilité à tenir et dans la plupart des cas, il n'y a pas de TVA à payer. Attention, c'est en partie faux, c'est que si tu dépasses grosso modo le moitié du plafond de la micro-entreprise, tu devras payer de la TVA. Donc ça, j'en parle très vite, mais toi déjà sur les 3 premiers critères, tu es gagnant si tu cherches la simplicité. Donc oui, la micro-entreprise, c'est fait pour toi. Si tu cherches la simplicité parce que tu es jeune, que tu n'as pas envie de t'embarrasser de la paperasse, tu veux te concentrer sur ton business, la micro-entreprise, c'est peut-être la bonne solution. Attention quand même, c'est que la micro-entreprise, c'est pas toujours financièrement ce qui coûte le moins cher, contrairement à ce qu'on croit. Évidemment, ça coûte le moins cher en termes de coût de gestion, puisqu'il n'y a pas de coût de création, il n'y a pas de coût de comptabilité, il n'y a pas de coût de fermeture. Par contre, n'oublie jamais que en micro-entreprise, tu payes de l'URSSAF et de l'impôt sur le revenu, non seulement sur ton bénéfice, non seulement sur ta rémunération, mais aussi sur tes dépenses. C'est-à-dire que tu ne peux rien déduire du calcul de tes impôts en micro-entreprise. Je te le disais, la micro-entreprise, c'est simple, mais ça a un coût. Priorité suivante. Si ta priorité, justement, c'est de te payer le plus vite possible et de lâcher le minimum aux impôts, il y a 2 structures juridiques qui peuvent t'intéresser. La première, c'est l'entreprise individuelle avec la possibilité d'opter pour l'impôt sur le revenu ou l'impôt sur les sociétés. Je vais t'expliquer. Et la deuxième, c'est le URL. Pourquoi? Parce que ces 2 formes juridiques-là, elles ont un avantage qui est très important, c'est ce qu'on appelle le statut du dirigeant. C'est que tu vas avoir un statut travailleur non salarié. Bon, là, c'est un peu technique, mais concentre-toi bien, prends des notes parce que ça va vraiment te faire gagner beaucoup d'argent si tu choisis ces 2 statuts. Plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros par an. Donc ça mérite encore une fois vraiment de te concentrer, de rester bien jusqu'au bout de cette vidéo parce que je suis là pour t'aider à faire des économies, t'aider à bien démarrer au lancement de ton activité. Donc, je te disais, si tu choisis entreprise individuelle ou EURL, tu vas avoir un statut de travailleur non salarié. TNS. L'énorme avantage de ce statut, c'est que tu vas payer sur l'argent que tu vas prendre du compte bancaire de ta société pour le mettre sur ton compte bancaire à toi, donc ta rémunération. Tu ne paieras en cotisation sociale que 45% du montant que tu vas prendre. Donc si par exemple tu prends 1000 € tous les mois pour vivre, eh ben, il faudra que tu mettes 450 € de côté pour payer les cotisations sociales. L'URSSAF, ce sera ta société qui le paiera pour toi, mais ça coûtera 450 €. Alors tu vas me dire 450 €, ça paraît beaucoup. Oui, mais non, parce que tu vas voir que dans les autres cas, ça coûte beaucoup plus cher. Donc si ta priorité
elle est financière. Payer le minimum d'impôt, entreprise individuelle ou EURL. EURL, ça veut dire entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Donc la différence entre les deux, entre EI et EURL. Au niveau de ta rémunération, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire que tu payes 45% de cotisation dessus. Au niveau de l'imposition des bénéfices, il n'y a pas de différence non plus. Dans les deux cas, pour l'argent qui restera sur le compte de la société, après que tu te sois rémunéré. À la fin d'année, il pourra être imposé au choix. Alors c'est un choix qui est définitif, que tu fais au début. Je vais t'expliquer quel est le bon choix à faire entre l'impôt sur le revenu, pour le calcul de ton impôt sur les bénéfices, ou l'impôt sur les sociétés. Donc dans un cas, à l'impôt sur le revenu, ça varie de 0 à 45%. Potentiellement, c'est très élevé, donc c'est très risqué. Donc je vais t'expliquer comment te protéger. Et dans l'autre cas, c'est l'impôt sur les sociétés. 15% ou 25%. Donc s'il te reste 10 000 euros en fin d'année sur ton compte bancaire, en simplifiant et en considérant que ces 10 000 euros, c'est le bénéfice que tu as fait pendant l'année, si tu es à l'impôt sur les sociétés, tu vas payer 15% sur les 10 000 euros d'impôt sur les bénéfices. Donc, ça va faire 150 euros et il te restera net dans la poche de ton entreprise 850 euros que tu pourras laisser. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que si tu fais des bénéfices et que tu veux les laisser dans ta société pour l'aider à se développer, ce système d'impôt sur les sociétés, il va te permettre de ne donner que 15% de ton bénéfice à l'État au titre de l'impôt. Donc ça, c'est vraiment très très bien. Comprends bien que ce bénéfice, tu ne payes pas de cotisation URSSAF dessus puisque c'est pas une rémunération, tu as laissé dans la société. L'impôt sur le revenu, comme je te le disais, en fonction du niveau de ton bénéfice, ça peut aller de 0%, ça c'est vraiment top, mais bon, ça veut dire que tu gagnes très peu aussi. On est à moins de 15 000 euros par an de bénéfices, à peu près entre 15 et 20 000 euros. Si tu es célibataire, eh bien, si tu es sous cette tranche-là, tu ne paieras pas du tout d'impôt sur les bénéfices. Mais bon, si malheureusement ou heureusement, ton bénéfice s'envole, c'est-à-dire que les affaires marchent bien mieux que ce que tu avais prévu, si tu as opté pour l'impôt sur le revenu, tu vas te faire dézinguer au niveau de l'impôt sur le revenu, c'est-à-dire que tu vas partir dans les tranches 20, 30, 40, 45%, alors que si tu avais opté à l'impôt sur les sociétés, tu serais protégé avec ce bouclier fiscal 15%, 25%. Donc dans un cas, l'avantage, c'est que tu as un plafond. Alors je te précise que 15%, c'est jusqu'à 42 500 euros de bénéfices et 25%, c'est au-dessus. Donc il faut déjà les atteindre, les 42 500 euros de bénéfices. Donc tu as une sorte de bouclier fiscal qui te protège avec un taux de 15%, maximum 25%, alors que dans l'autre cas, tu n'as pas de bouclier. Non seulement tu vas payer de l'impôt sur le revenu sur la totalité de ton bénéfice, encore une fois, des tranches qui dépassent les 40%, et en plus de ça, tu devras payer des cotisations URSSAF. Donc c'est la double peine. Raison pour laquelle, dans les deux cas, EI et EURL, il faut que tu actives l'option impôt sur les sociétés. Note-le, c'est un point important. Si tu fais ce choix-là, même si tu ne prévois pas de faire des gros bénéfices, active l'option impôt sur les sociétés. Parce qu'encore une fois, si par bonheur ou malheur, entre guillemets, ton chiffre d'affaires et ton activité se développent plus vite que ce qui était prévu, eh bien tu seras protégé. Alors que si tu es à l'impôt sur le revenu, tu vas te faire massacrer. Donc la différence maintenant, comment je choisis entre EI et EURL, puisque tout est pareil. Avec le URL, tu vas avoir un capital social et des statuts. Donc ça sert à quoi d'avoir un capital social et des statuts? Ça va te servir si tu veux t'associer. Donc si tu penses que peut-être un jour, pour te développer, tu auras besoin de faire entrer au capital de ta société un partenaire ou un associé, à ce moment-là, choisis le URL. Tu vas te mettre un petit capital de départ, ça peut être, il n'y a pas de capital minimum, donc je recommande de mettre au moins les coûts de création entre 100 et 500 euros comme capital. Voilà, puisque c'est de l'argent que tu vas devoir de toutes les manières dépenser, autant l'apporter à la société, puis elle les utilisera pour te rembourser les frais de création de l'entreprise. Donc, EURL, tu mets un capital. Si tu penses qu'un jour tu pourras être amené à devoir t'associer, si tu es certain que jamais de la vie tu ne t'associeras, à ce moment-là, c'est pas la peine de t'embêter à créer une URL, rédiger des statuts, mettre en place un système de capital social. À ce moment-là, tu crées une entreprise individuelle. Si jamais tu as d'entrée de jeu des associés et que tu veux bénéficier de ces avantages-là, c'est-à-dire les cotisations sociales à 45% et le système de l'IS pour te protéger sur ta fiscalité personnelle, alors à ce moment-là, eh bien, tu crées une SARL. Une SARL, c'est comme une URL, mais tu as déjà les deux associés. Voilà. Donc tout ça, c'est des formes juridiques qui sont très très proches les unes des autres et qui vont simplement dépendre du fait que tu as envie de t'associer ou tu n'es pas envie de t'associer et que tu es tes associés ou tu les as déjà pas. Et donc, simplement pour t'expliquer ce que tu gagnes concrètement en choisissant ce statut par rapport au statut dont on n'a pas encore parlé mais qui est celui qui va arriver ensuite, qui est celui de la SAS.
la SASU si tu es seul, Société par action simplifiée, unipersonnelle si tu es seul. Donc SASU si tu es seul, SAS si tu es à plusieurs. Mais quand tu es en SASU ou en SAS, que tu veux te verser une rémunération, tu vas payer non pas 45% de cotisation sur le net que tu vas prendre sur ton compte bancaire, non, tu vas payer 75% dans la SASU, presque le double. Donc tu vois que le statut de URL, EI ou SARL, c'est un statut qui financièrement est beaucoup plus avantageux en termes de cotisation sociale que le statut de la SAS ou de la SASU. Alors pourquoi une telle différence? Évidemment, tu te poses la question, pourquoi est-ce que tout le monde ne choisit pas l'EI, le URL, la SASU? La différence, elle s'explique principalement par le fait que le système de retraite qui est associé au statut des travailleurs non salariés dont je te parlais tout à l'heure, ce système-là, il est moins généreux et donc moins coûteux que celui qui est pour les dirigeants de SAS et SASU. Je vais te l'expliquer dans un instant. Donc, c'est tout simplement parce que la retraite est moins généreuse que ça coûte moins cher. Attends, j'ai pas terminé, il faut quand même que tu écoutes les suivants parce que tu verras que avec le temps, ta priorité, elle peut changer. Donc c'est bien important que tu comprennes toutes les priorités et toutes les formes juridiques qui vont avec parce que la bonne nouvelle, c'est que dans la vie de ta société, tu vas pouvoir changer de forme juridique en fonction de l'évolution de tes priorités. Sauf si tu es en micro-entreprise. Si tu es en micro-entreprise, tu es coincé. Tu peux éventuellement passer de micro-entreprise à entreprise individuelle, mais bon, ça cloisonne et ça limite considérablement ta possibilité d'évolution. Par contre, si tu choisis une forme EURL, eh bien, tu vas pouvoir évoluer et changer de statut en fonction de l'évolution de tes priorités. Donc voilà, priorité financière, EI, EURL ou SARL selon le nombre d'associés. On passe maintenant à la priorité suivante, la crédibilité. Donc, tu veux lancer ton entreprise et ce qui est important pour toi, pour démarrer la vie tout de suite, c'est pas forcément de toucher le maximum, c'est pas forcément la paperasse administrative parce que tu es assez à l'aise avec ça, c'est pas forcément l'extrême simplicité, c'est d'être crédible par rapport à tes clients, par rapport à tes partenaires, par rapport aux gens qui sont autour de toi. Tu as besoin de rassurer. Si ta priorité, c'est de rassurer, il y a un format juridique qui correspond à cette priorité, c'est la SAS. La SAS, c'est du costaud, c'est du rassurant, c'est un format juridique qui accompagne de la petite société unipersonnelle à la bourse. Il y a des SAS qui sont en bourse. D'ailleurs, la plupart des sociétés qui sont en bourse sont en SAS, tu vois. Donc, c'est un format juridique qui est extrêmement évolutif puisque tu peux créer des SAS. Moi, j'ai accompagné un client qui a créé une SAS à Boulogne-Billancourt, dans la banlieue de Paris, et qui, 4 ans plus tard, eh bien, se cotait en bourse. Eh bien, entre la création et la bourse, il n'y a pas eu d'évolution. Bien évidemment, on a un peu remodifié les statuts, mais ça s'est fait de façon très fluide parce que dès le début, il avait choisi un format juridique qui était adapté à l'ambition de son projet. Alors évidemment, tu vises peut-être pas la bourse, probablement pas d'ailleurs, mais tu souhaites quand même rassurer autour de toi. C'est important parce qu'en France, on aime bien les étiquettes et donc, si tu veux, lorsque dans l'univers business et surtout l'univers des grands comptes, donc ça vaut principalement pour les consultants, si tes clients ont besoin de te référencer, ils vont regarder eh bien, la forme juridique de ta société, ça va peser dans leurs décisions. De la même façon, si tu cherches des financements, le banquier va regarder la forme juridique de ta société et selon la forme juridique que tu auras choisie, ton dossier sera scoré à un niveau plus ou moins élevé en fonction aussi de cette forme juridique. Donc, si ta priorité, c'est la crédibilité, il va falloir que tu choisisses la SAS. Si tu es seul, tu vas prendre la SAS unipersonnelle, donc la SASU, et puis si vous êtes à plusieurs associés, tu vas choisir la SAS. Alors tu te demandes probablement pourquoi la SAS ça rassure plus que les autres. Ben, je te le disais, en fait la SAS c'est assez psychologique, c'est tout simplement parce que dans une SAS tu peux modifier un peu les statuts comme tu l'entends, et donc c'est un peu la forme juridique qui est choisie par ceux qui ont de l'ambition, ceux qui pensent que eh bien, leur business va pouvoir vraiment croître, donc psychologiquement, mécaniquement, cela crée de la confiance. Alors, ce que tu dois savoir aussi si tu choisis la SAS, je te le disais tout à l'heure, c'est qu'il va y avoir des petites conséquences que tu dois bien comprendre et maîtriser. Si tu choisis la SAS ou la SASU parce que tu es seul, en tant que dirigeant, tu vas avoir ce qu'on appelle un statut d'assimilé salarié. Donc, comme son nom l'indique, ça ressemble au statut de salarié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas être imposé comme les salariés sur ce revenu, que tu vas devoir te faire un bulletin de paye pour te verser ton salaire, que tu vas cotiser
au même régime de retraite ou de protection sociale que les salariés, que tu auras les mêmes droits, sauf un, comme je viens de te le dire, assimilé salarié. Ça ne veut pas dire pareil que salarié. Ça veut dire qu'il ressemble à salarié. Donc les différences, c'est quoi? Le président de SAS, il est assimilé salarié pour 2 raisons. La première, c'est que puisqu'il est dirigeant, il ne peut pas être salarié. Un salarié, c'est quelqu'un qui a un lien de subordination par rapport à un chef. Donc si tu es président de ta SASU, il n'y a pas de lien de subordination, donc tu ne peux pas avoir le statut de salarié. Et donc, si tu n'as pas le statut de salarié, mais qu'on te dit que c'est quasiment pareil, la deuxième différence, ça va être que tu ne vas pas cotiser au chômage. C'est-à-dire que si tu fermes ta boîte, tu n'auras pas le droit au chômage. Évidemment, puisque, encore une fois, c'est toi qui serais ton employeur. Donc tu ne peux pas à la fois demander à bénéficier de la protection chômage comme un salarié, dont le maintien du contrat de travail ne dépend pas de lui mais de son patron, et en même temps être le patron. Donc, la bonne nouvelle, c'est que si tu n'as pas droit au chômage, tu ne cotises pas au chômage. Donc, ton statut d'assimilé salarié, il va coûter moins cher que celui d'un vrai salarié. La différence, c'est quand même 8% du salaire. Donc si tu te verses 5 000 €, eh bien, ça représentera quand même 400 € par mois d'économie. Voilà. Donc c'est plutôt pas négligeable, c'est plutôt une bonne nouvelle. Eh bien non, en tant que dirigeant, tu n'as pas le droit au chômage. Donc ça, par contre, c'est une moins bonne nouvelle, mais j'imagine que tu le savais déjà. Donc, tu as un statut assimilé salarié, ça veut dire que ça va coûter comme les salariés. Et donc par rapport au net, il va falloir que tu mettes de côté 75% de côté pour payer les cotisations aux organismes de retraite, à l'URSSAF, etc. Donc si tu prends par exemple 1 000 € pour te rémunérer, il va falloir que tu mettes de côté 750 €. Alors qu'on l'a vu tout à l'heure que pour 1 000 € dans une EI, EURL ou une SARL, si tu as le statut de gérant TNS, tu ne mettras que 450 €. Donc dans un cas 450 €, dans l'autre 750 €. Tu vois la différence? Donc c'est quand même assez important. Et encore une fois, je te le redis, c'est vraiment important ça, parce que je vois souvent dans mon cabinet des dirigeants qui me disent oui, moi je suis salarié, je suis président de SASU salarié. Donc ils pensent à tort avoir le droit au chômage. Niet, t'as pas le droit au chômage en tant que dirigeant de SAS. En tous les cas, pas celui de France Travail. Tu peux cotiser à des systèmes d'assurance chômage privé qui coûtent quand même assez cher. Donc renseigne-toi bien si tu as envie de mettre ça en place. En général, les entrepreneurs qui sont actionnaires de leur société et qui sont en même temps présidents ne mettent pas en place de système d'assurance chômage privé. Pourquoi? Parce que je te le disais, ça coûte très cher. C'est plutôt des systèmes de protection sociale qu'on met en place lorsque le président de la SAS, il n'est pas associé. Ça arrive, hein, tu peux très bien être président d'une SAS et nommer en tant que président un tiers, un ami, une relation professionnelle en tant que président pour gérer la boutique, pour gérer la boîte. Bon, mais dans ce cas-là, il se peut que ce dirigeant, il te dise, moi je veux bien venir, mais je veux avoir une protection en cas de chômage. Donc à ce moment-là, c'est une façon de lui offrir ce type de garantie. Mais si toi, tu es actionnaire et dirigeant, c'est assez rare de le mettre en place, tout simplement parce que c'est très coûteux. Voilà. Et que les entrepreneurs, souvent, ont le sens du risque et donc ils préfèrent prendre le risque plutôt que de payer. Et de toutes les manières, même si vous voulez, ils ne pourraient pas. Donc, crédibilité, on vient de le voir, c'est la SAS ou la SASU. On passe à la priorité suivante, la 4e priorité, préparer ta retraite. Donc, si ta priorité, c'est de préparer ta retraite, notamment parce que tu as peut-être déjà derrière toi toute une carrière de cadre ou non cadre, mais une carrière de salarié durant laquelle tu as cotisé aux organismes de retraite et tu souhaites continuer à cotiser aux mêmes organismes de retraite. Eh bien, alors pour toi aussi, la forme juridique la plus adaptée, ça va être la SASU. Et donc, ça va être la SASU, pourquoi? Parce que, comme je te l'expliquais dans le cas précédent, la SASU va te permettre de cotiser, sauf pour le chômage, aux mêmes organismes que les salariés. Donc c'est intéressant pour toi si tu as déjà commencé à cotiser aux caisses de retraite des salariés et que tu veux rester dans ce système-là. Complément d'information pour ceux qui choisiraient le statut de URL TNS, on ne va pas trop rentrer dans le détail du système de la retraite. Dans le système de l'entreprise individuelle EURL ou SARL, même si tu cotises à des caisses de retraite différentes de celles des salariés, tu continues à valider tes trimestres de retraite et il y a une continuité. Si tu as été salarié avant de te mettre en EI, EURL ou SARL et que tu changes de régime en passant TNS, tu vas continuer à valider le compteur pour atteindre les 160, 166, 175 trimestres qui te permettront de partir un jour à la retraite. Quel que soit le format juridique de la structure que tu vas choisir, même si tu es en micro-entreprise, ne t'inquiète pas sur le sujet de la validation de tes trimestres de retraite. Tu peux passer d'un régime à un autre, d'un statut à un autre. À partir du
du moment où tu te verses une rémunération, alors la rémunération, c'est une rémunération minimum d'à peu près 8000 € par an, eh bien, tu valideras tes 4 trimestres de retraite et ce sera plutôt bien pour ta retraite. Après, en ce qui concerne la pension de la retraite, 4 trimestres de retraite et ce sera bien pour ta retraite pour que tu puisses partir assez rapidement à la retraite à taux plein, que tu puisses partir un jour à la retraite. Voilà. Donc ça, c'est le compteur qui te permet de valider tes trimestres. En ce qui concerne maintenant la pension que tu vas toucher, parce que la retraite, c'est à la fois le compteur qui permet de partir à la retraite pour savoir à quelle date tu vas partir, et puis après, il y a combien tu vas toucher. Le combien tu vas toucher, il dépend du montant de tes cotisations. Donc si ta priorité c'est de te préparer une bonne retraite, encore une fois, peut-être parce que tu as 45 ans, 50 ans, 55 ans ou peut-être plus, c'est bien légitime de t'intéresser à ta retraite parce que ça, elle approche et forcément c'est ta priorité. Ta priorité, elle n'est pas forcément financière et elle n'est pas administrative, ça c'est certain. Et elle n'est pas forcément non plus sur la crédibilité. Elle est vraiment sur bien préparer ta retraite pour ne pas partir trop tard et toucher le maximum en termes de pension. Pour ça, le statut, c'est la SASU, c'est la SAS, parce que tu vas continuer à cotiser au système des salariés et donc tu auras cette continuité que tu recherchais en choisissant ce statut. Alors, je ne reviens pas sur le coût, on en a déjà parlé. Oui, ça a un coût, mais c'est un véritable avantage, si tu veux, cette continuité avec le système de cotisation auquel tu as déjà cotisé. Donc, si ta priorité c'est la retraite, le statut, le mieux c'est la SAS. Alors peut-être que certains te diront oui, mais en fait tu peux mettre en place un système de retraite aussi bon, si ce n'est meilleur que celui des dirigeants de SAS, SASU, en te mettant en EURL et en cotisant à des caisses de retraite privées. C'est vrai, mais bon là, faut pas avoir peur de se prendre la tête dans les analyses comparatives de systèmes de retraite, etc. Donc oui, ce que je te dis là, ça marche dans 95% des cas. Néanmoins, si tu veux vraiment optimiser au maximum le système, alors à ce moment-là, oui, tu peux aussi très bien préparer ta retraite en étant en EURL et en utilisant le différentiel de cotisation dont on a parlé tout à l'heure, les 300 €, eh bien en les investissant dans un système de retraite privé, ce qu'on appelait les contrats Madelin. Mais bon, ça a un peu changé, il y a des plans d'épargne retraite, etc. Pour être vraiment transparent et complet dans cette vidéo, dans cette analyse, sache que tu peux aussi très bien préparer ta retraite en utilisant le statut de l'EURL, voire même le I, voire même évidemment la SARL. Donc ça, c'était pour la priorité retraite. Avant de te parler du cas particulier des chômeurs créateurs d'entreprise, je te rappelle que si tu as donc un projet de création d'entreprise, et ça semble être le cas si tu regardes cette vidéo, mais peut-être pas encore, en tous les cas, si les idées sont claires et que tu veux te lancer, bonne nouvelle, clique sous cette vidéo, legalplace.fr, plateforme de création d'entreprise en ligne. Sur Legalplace, on prépare tes statuts, que ce soit des EURL, des SAS, SARL, SASU, SCI et même des holdings. On te prépare tout ça très rapidement. On te pose des questions très simples et on génère automatiquement tes statuts pour vraiment une poignée d'euros. Tu le verras, c'est très rapide, très simple, très sécurisé parce que tu seras accompagné par un expert qui t'aidera et qui répondra à toutes tes questions pour sécuriser tes choix. Donc n'hésite pas. Et puisque tu regardes cette vidéo, sache qu'avec le code promo Xavier15, tu auras 15% de réduction sur tous les abonnements que tu prendras lors de ta création d'entreprise. On termine avec le cas particulier, mais très fréquent des chômeurs créateurs d'entreprise. Donc ton cas, c'est peut-être celui-là. Aujourd'hui, tu es inscrit au chômage, tu veux créer ta société, tu sais que tu as le droit, mais tu te poses la question, ah ben dis donc, quel statut juridique choisir? Alors, bonne nouvelle, c'est que tu as le droit en fait à tous les statuts qu'on a vus, micro, EI, EURL, SARL, SAS, SASU. Tu peux choisir ce que tu veux. Mais attention, en fonction du choix que tu vas faire, il va y avoir un effet de vase communicant par rapport à tes ARE, c'est-à-dire à ce que te verse le chômage. Si tu choisis certains statuts et que tu développes ton activité, ton aide au chômage, elle va baisser. Et puis, il y a d'autres statuts où là, du coup, ça ne bougera pas. Le seul statut qui te permette de ne pas avoir du tout d'effet de bord sur les allocations au chômage que tu touches, c'est la SASU. Et si tu as des amis qui sont déjà inscrits au chômage, et si tu n'en as pas, si tu regardes un peu sur internet, tu verras que beaucoup d'entrepreneurs choisissent pour créer leur entreprise la SASU, tout simplement parce qu'ils sont inscrits au chômage. C'est parfaitement légal. Le système fonctionne très bien et c'est fantastique parce que ce dispositif qui est une aide
pour aider les chômeurs à sortir du chômage en leur permettant de toucher des allocations tout en développant leur business, voilà, sans que ces allocations baissent, eh bien, ils fonctionnent très très bien. La preuve, pratiquement la moitié des entreprises, des sociétés en France créées, eh bien, le sont sous forme de SAS ou SASU, la plupart étant inscrits au chômage. Donc c'est parfaitement légal. Et pourquoi les gens choisissent ce système-là? C'est très simple. Parce que tant que tu ne te rémunères pas avec le statut de dirigeant de SAS, SASU, tant que tu laisses l'argent sur le compte de la société, eh bien, il n'y a pas de rémunération à déclarer à France Travail. Donc, il n'y a pas de réduction du montant de tes ARE. Donc, tu peux continuer à recevoir tes ARE pendant 12, 14, 18 mois, si tu peux en bénéficier, tout en développant ton activité. Tant que tu ne te rémunères pas, il n'y a pas d'effet vase communicant. Donc, ce que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est que pendant la durée du temps où ils touchent le chômage, où ils touchent les ARE, eh bien, ils développent leur activité, ils capitalisent leurs bénéfices dans la SAS, dans la SASU, et une fois qu'ils n'ont plus d'ARE, à ce moment-là, ils basculent en président de SASU, il se rémunère en président de SAS et de SASU, tout simplement pour pouvoir vivre de cette nouvelle activité. Et c'est plutôt une bonne chose, parce que ça les met en confiance, plutôt que d'abandonner leur projet de création d'entreprise ou d'attendre de retrouver un statut de CDI en CDI ou un statut sécurisé de salarié. Eh bien, ça leur donne la confiance, ça leur donne un petit matelas de sécurité qui va leur permettre de continuer à développer sereinement leur activité. Et très souvent, ce qu'on voit, ce sont des réussites, c'est-à-dire que ces entreprises réussissent mieux que les autres entreprises, tout simplement parce qu'elles démarrent avec un matelas financier de sécurité qui leur permettent de mieux encaisser les coups de mou, si jamais il y en a, lorsqu'ils développent leur activité, les premières années d'activité. Tu comprends? Donc, le statut, si tu es au chômage, inscrit à France Travail et que tu veux continuer à toucher le maximum d'aide de France Travail, le meilleur statut, c'est celui de la SAS, SASU. Si tu es seul, tu choisis SASU. Alors tu vas me dire, bah oui, mais après, quand je vais me rémunérer, je vais payer 75%, alors que dans l'autre cas, c'est 45%. Oui, mais j'ai la solution, la bonne solution, pas de panique. Souviens-toi de ce que je t'ai dit tout à l'heure, c'est que tu peux passer d'un statut à l'autre. Tu vas pouvoir transformer ta SASU que tu as créée et que tu as exploité le temps que tu étais inscrit au chômage. Eh bien, lorsque ton chômage s'arrête, tu deviens président de la SASU. Là, rien ne t'empêche de transformer ta SASU en EURL pour pouvoir te rémunérer en payant moins de cotisations sociales. C'est ça l'astuce de l'expert comptable. Et oui, ça, il y a peu de gens qui le savent. C'est pour ça qu'on choisit un expert comptable aussi. C'est que toute cette technique, toutes ces stratégies qui permettent, en fonction de l'évolution de ton projet, de toujours faire les bons choix qui vont te permettre de payer moins d'impôts, ça, il faut faire confiance aux professionnels. Tu peux poser la question à GPT, bien évidemment, mais tu n'auras pas la réponse avec la même finesse. Et en tous les cas, peut-être que surtout, tu ne sauras pas poser la bonne question pour que GPT te donne la bonne réponse. Donc, la meilleure façon pour ne pas se tromper, encore aujourd'hui, c'est d'avoir un expert comptable. C'est la raison pour laquelle je te le dis. N'hésite pas à cliquer sous le lien pour choisir le bon statut et passer au bon moment sur un changement de statut. C'est tout à fait faisable, c'est tout à fait possible. Donc, chômeur, créateur d'entreprise, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Ce que je te dis, c'est qu'il y a un statut qui est fait pour toi, c'est celui de la SASU. Alors, accessoirement, ça te permettra de prendre des dividendes si tu souhaites en prendre, des dividendes bien évidemment, et en plus de ça, ça te permettra d'afficher une certaine crédibilité dont on parlait tout à l'heure. Tu vois, la SASU, elle coche beaucoup de cases si ta priorité n'est pas financière. Et si ta priorité elle est financière, alors à ce moment-là, vise l'entreprise individuelle ou l'EURL si tu es seul. EURL, c'est très bien. Et si ta priorité, c'est vraiment la simplicité minimum de formulaire, alors pour toi, tu l'as compris, c'est la micro-entreprise. Mais fais attention, ça peut très vite te coûter cher, parce que je te le rappelle, en micro-entreprise, tu payes en général 23% de cotisation sociale sur ton chiffre d'affaires et sur tes dépenses et sur ton bénéfice. Donc, c'est quand même très coûteux si jamais ton entreprise se développe bien. J'espère que cette vidéo t'a aidé à faire le choix du statut juridique pour créer ton entreprise. Si c'est le cas, je suis ravi. N'hésite pas à me poser tes questions en commentaire de cette vidéo. J'y répondrai. On répond à toutes les questions chez LegalPlace et chez ComptaPlace. Et puis, si c'est pas fait, n'oublie pas de t'inscrire et n'hésite pas à liker cette vidéo si tu veux m'encourager à en produire des nouvelles sur ce sujet. À très vite.